Bonjour à tous. On, Bonjour. Bonjour. on est là avec Adrien et Amaury pour ce live. Est-ce que déjà vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Je vous invite dans ce cas-là à nous dire dans le chat si tout est bon de votre côté. Je vais lancer. On a un premier. Super. Alors bon, j'ai l'impression que le son, ça a l'air de fonctionner. Bienvenue en tout cas dans ce live qu'on est ravis d'animer avec Amaury. On va se présenter et on est ravis de t'accueillir Adrien pour ce live de 30 minutes où tu vas pouvoir nous partager les coulisses de ton métier, de ton quotidien et bien évidemment vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez surtout pas. Là l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet du chat. Là, donc bonjour à tous. Je vous réponds, Sophie, Louise, Axel. Bienvenue, c'est trop chouette que vous soyez là. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe juste à côté du chat. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous, on prendra avec Amaury les questions au fur et à mesure. Voilà, et on fera le maximum pour tirer profit de cette demi-heure qu'on va passer tous ensemble. Alors du coup, je te propose peut-être, Adrien, de te présenter, voilà, histoire de mettre un peu le décor de ce live et de ton métier. Avec plaisir, merci pour l'intro, Marine. Je vais me présenter, si ça vous convient, quelques minutes pour vous faire un petit peu mon parcours, et puis après on pourra être en ping-pong, effectivement, sur des questions-réponses. Alors, donc effectivement, je m'appelle Adrien Roland Boulogne, je travaille depuis quelque chose comme 9 ans maintenant. Mon parcours, c'est j'ai fait des études généralistes en licence. J'ai fait une année d'échange en Inde à Mumbai, donc c'était en troisième année de licence, où j'ai travaillé pendant 25 heures par semaine dans une ONG. Et là, je travaillais sur les questions de handicap, notamment d'insertion professionnelle des personnes qui travaillent qui vivent dans les bidonvilles et qui devaient chercher un emploi. Et ça a commencé à m'intéresser au sujet de la diversité et de l'inclusion, qui est un peu notre thématique du jour. Ensuite, je reviens de cette année un peu chargée en Inde, donc j'ai un peu un look en décalage. Je mets encore des shorts, je suis tout rouge, voilà. Je me réinsère dans la société normale, c'est pas facile, et donc je commence un master en ressources humaines, toujours à Sciences Po, ce que je n'ai pas dit, mais c'était à Sciences Po mes études à la base. Ressources humaines parce que je voulais avoir un contact direct, que je travaille dans le privé ou le public, qu'importe, mais avec les gens que j'accompagne. Et donc, et spécifiquement, ce qui m'intéressait, c'est pouvoir travailler dans ce secteur un peu en décalage aussi de l'ONG, de l'engagement social, de l'économie sociale et solitaire. C'est intéressant comme erreur. C'est économie sociale et solidaire. Et donc, je rentre dans ce master-ci. En deuxième année de master, je peux faire une année d'alternance que j'intègre chez Malakoff Humanis, groupe de protection sociale, sur les questions de la diversité et l'inclusion. Donc, ça fait le lien avec notre sujet. Donc, pendant une année, je suis sur l'accompagnement individuel et collectif de personnes en situation de handicap, notamment. Collectif, ça va être l'équipe, de la sensibilisation auprès des managers, etc. Et progressivement, puis j'ai été embauché, je vais aller sur des sujets un peu plus larges en relation avec la non-discrimination, surtout sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi d'autres questions comme l'intergénérationnel. Donc, j'ai travaillé en somme 4 années et demie chez Malakoff Humanis. Sur la dernière année, on s'est mis à 4 collègues en tête de créer une start-up. Une start-up qui faisait un peu l'alliance entre nos compétences. Les miennes, vous les avez compris, c'était de l'accompagnement sur les sujets diversité et inclusion. Et mes collègues, c'était formation digitale et formation professionnelle en général. Et donc, on a commencé à créer cette start-up-là d'abord en parallèle de notre activité. On a eu de la chance parce que mon entreprise, Malakoff Humanis, manager, et puis à plus haut niveau aussi, nous ont soutenus. Il se trouve qu'ils ont toujours un fonds d'investissement dans le domaine de la santé, mais il y avait aussi un pan RH. Et ils n'ont pas mis d'argent chez nous parce qu'on n'était pas du tout la taille de start-up dans laquelle investir. Mais en revanche, ils nous ont aidé à structurer notre business plan. Ils nous ont maintenu des salaires pendant qu'on a continué notre activité à mi-temps sur la start-up. Donc voilà. Et donc c'est un peu cette effusion-là qui m'a amené à créer avec mon associé principal Manon et You, qui est une start-up qui propose des actions de sensibilisation et de formation
plutôt dans le secteur du privé, même pas uniquement, sur les sujets de la diversité et de l'inclusion. Et notre spécificité, je dirais, chez EU, c'est d'essayer d'être un petit peu assez percutant, en fait, de plusieurs manières. La première, c'est d'essayer de vivre des expériences, c'est-à-dire on se met dans la peau, pour rester sur le sujet du handicap, de personnes qui vont être concernées, mais on va aussi échanger lors d'ateliers avec une personne qui est bipolaire, par exemple. On travaille aussi sur le sujet des violences conjugales, en sensibilisation au travail. On va échanger, créer des plans d'action avec des personnes qui ont subi ces violences-ci. Donc parfois, c'est des sujets qui sont assez chargés, assez intenses, mais voici à peu près notre approche. Et finalement, de façon un peu plus macro, pourquoi je me suis intéressé à ces questions-là de la diversité et de l'inclusion, je pense déjà c'est une question de parcours personnel, des gens que j'ai côtoyés. Moi, la question du handicap, surtout les troubles cognitifs, elle me parle à titre personnel. Et puis en fait, c'est un peu ce qu'on a fait dans notre société EU, c'est que nos parcours de vie, on les a un peu mixés, un peu mélangés, on en a fait une activité professionnelle. Une fois que j'ai dit ça, concrètement, ce que je fais, c'est j'anime des formations, un peu comme je fais là, malheureusement trop en distanciel depuis le Covid, mais ça revient le présentiel fort heureusement. Donc j'anime des formations sur la diversité, sur l'inclusion, sur le handicap, sur l'approche stéréotype et biocognitive en entreprise, etc. On conçoit aussi des actions de sensibilisation qui vont être ludiques en entreprise, en présentiel et en distanciel. Un exemple type pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on fait, en tout cas dans la startup, c'est on a créé une animation qui s'appelle le Deep Game il y a quelques mois. Et le Deep Game, c'est à la façon des murder parties à l'anglo-saxonne, où on se retrouve dans un cocktail, peut-être il y a un meurtre et chacun doit enquêter en incarnant un rôle. On a transféré ce mode-là dans le monde de l'entreprise. Et donc, on fait la même chose sur le handicap. Et là, on développe en ce moment le sexisme et la partie diversité et inclusion. Donc ça, c'est pour cette dimension-là. Après, n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions un peu sur mon ancien métier qui est à peu près le même, mais qui était beaucoup plus dans la dimension accompagnement individuel, où là, j'accompagnais des salariés dans leurs problématiques, de la partie de l'acceptation d'une situation de handicap et de ses conséquences au travail, à la partie sortie de l'entreprise, discrimination pour les sujets un peu moins fun. On a justement une question de Laura qui demande si tu traites aussi bien le handicap invisible que... En tout cas, si le handicap invisible prend autant de place que le handicap visible dans les offres de formation que tu proposes. C'est une bonne question parce qu'il prend beaucoup plus de place et je remarque depuis quelques années que les clients ou les gens avec qui je travaille demandent plus. En fait, on dépasse un petit peu ces petits préjugés sur le handicap visible qui représentent finalement que 15-20% de l'ensemble des handicaps. Donc évidemment, on les traite et c'est intéressant parce que selon les secteurs, selon les types de structures, si c'est dans une université, on me demande beaucoup plus d'aller sur les handicaps cognitifs parce qu'on est dans un milieu d'étudiants qui sont plus diplômés, qui vont plus être concernés par ce type de handicap-là. Dans d'autres secteurs, on va être sur des handicaps qui sont beaucoup plus physiques. Donc, on s'adapte aussi à la dimension sectorielle. En revanche, par rapport à quand j'ai commencé mon boulot, réussir à parler de troubles psychiques, cognitifs ou d'autres types de handicaps invisibles tels que des cancers, c'est plus simple qu'auparavant. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait des sensibilisations toujours en lissage, dans un premier temps, sur la dimension, l'approche stéréotype et biais cognitif, pour essayer d'un peu limiter le risque du tabou. Super, merci. Moi, je me disais aussi, là, dans ton parcours, donc, tu as mentionné donc, que tu étais chez Malakoff, puis ensuite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un petit peu voilà, les réflexions que tu as eues au moment du passage d'une vie pro à une autre, finalement? Qu'est-ce qui t'a permis de passer à l'action et du coup de commencer ce changement pour aujourd'hui être dans ton milieu actuel et dans ta start-up, du coup Ouais, c'est une grande question et que je pense beaucoup de personnes dans les parcours chance se posent parce que d'ailleurs j'ai fait 2 accompagnements et c'était une question qui revenait beaucoup. C'est quel risque je prends, pourquoi je le prends, avec quels avantages derrière. Ça, c'est très difficile à évaluer. Je quittais en fait chez Malakoff Humanis un emploi bien payé, confortable, qui me plaisait vachement, avec un management qui me faisait confiance. Donc je ne suis pas du tout dans le cas de figure où j'étais dans une situation à la limite du burn-out, ou des situations d'ailleurs que maintenant j'accompagne beaucoup dans mon cadre professionnel. Et donc, à l'époque, en revanche, ce que je me dis, c'est que j'ai envie d'une expérience professionnelle qui me bouge un petit peu plus, qui m'apporte un petit peu plus de challenge, avec un peu plus de liberté encore.
mais encore une fois, par rapport à mes aspirations, parce que j'avais quand même pas mal de possibilités dans mon ancien job. Et donc, à ce moment-là, c'est un vrai risque. On est d'ailleurs au départ 4 associés, puis finalement, on n'est plus que 2 à tenir le bateau, en quelque sorte. À ce moment, je me dis, j'ai pas d'enfant. Bon, je viens d'avoir un prêt, mais ça va, je peux à peu près m'en sortir parce que se lancer dans une boîte, ça veut dire toucher le chômage. Ma compagne a aussi un revenu. Allez, c'est parti, allons-y, j'ai cette chance-là. Est-ce que c'est pas le moment qu'il faut pour le faire? Finalement, la réponse a été oui. Et maintenant, rétrospectivement, 5 ans après, j'ai plus de contraintes financières, j'ai une petite fille, ma qualité de vie a beaucoup augmenté. Je ne suis pas mécontent d'avoir fait ce choix-là. Pour autant, ça implique d'avoir plus de responsabilités. Quand il y a un problème, il faut le gérer. On ne peut pas dire à son manager de venir s'aider. Donc, il y a quand même pas mal de contraintes. Je suis beaucoup plus en télétravail que je ne l'étais auparavant, même si je vais travailler chez mes clients et même si on a des locaux. Voilà. Il y a quand même pas mal d'enjeux qui se posent. Je tire pas mal de fils, mais on peut recentrer, bien sûr. On a une question qui va un peu dans ce sens-là. C'était une question sur quelles connaissances et quelles compétences tu as besoin pour ton travail, et notamment sur le cadre légal. Alors, les connaissances sur les sujets de fond, déjà, je les ai acquises par l'expérience, par des recherches, par des formations diverses et variées, parce que mes études à la base étaient assez généralistes en RH. J'avais eu quelques cours diversité et inclusion, mais ça n'a pas fait grand-chose. Donc, maintenant, j'arrive à animer des formations parce que je connais certains sujets plus que d'autres. Je vais pouvoir faire une formation sur le handicap, tel type de handicap, beaucoup plus que sur d'autres, et de façon généraliste. Et donc, ces connaissances-là, elles sont de plusieurs ordres. Elles vont être d'ordre juridique, d'autant plus parce que les structures dans lesquelles je travaille, mais la plupart, c'est ce qu'elles demandent en premier lissage, c'est qu'on connaître les risques sur ces sujets-là, surtout quand on va sur des formations qui sont d'ordre managérial ou d'ordre RH, par exemple. Mais finalement, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'essentiel. Les connaissances juridiques et les autres connaissances, c'est les connaissances plus techniques sur les sujets qu'on aborde. J'allais dire, finalement, ce n'est pas l'essentiel dans les formations et les sensibilisations que je fais. Parce qu'en fait, ce que les gens retiennent toujours le plus, c'est la dimension biais cognitif et stéréotype, une dimension qui est assez introspective, qui nous parle à nous et qui n'est pas de l'ordre du bourrage de crâne juridique pour des personnes qui ne seront pas des experts. Parce que les gens que je forme ne vont pas être amenés à être des experts. Et donc, je pense que c'est là aussi, je dérive un petit peu, mais on a plus de valeur ajoutée. Donc, finalement, moi, que je sois expert ou non sur les sujets de fond, c'est pas très important si j'arrive à apporter ce socle important de l'inclusion. C'est-à-dire faire en sorte de ne pas être dans une attitude de discrimination, faire en sorte de prendre du recul sur ses propres préjugés pour toujours ne pas être dans une attitude de discrimination. Et ensuite, que ces opinions n'aient pas un impact majeur dans ses actions en entreprise. Mais tout ceci est lié. Génial. Et du coup, ça me fait penser à tout ce qui est de l'ordre des idées un peu préconçues qu'on peut avoir en se lançant justement dans sur ce thème-là en fait en particulier. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as l'habitude de voir et que tu remarques peut-être aussi dans le cadre de tes formations et justement en fait l'envers du décor, peut-être aussi les difficultés qui rendent ça intéressant, mais qu'est-ce que c'est que de sensibiliser et d'avoir des résultats vraiment concrets dans le cadre de ces formations. Je vois notamment la question d'Axel de comment vous suivez l'impact de vos sensibilisations faites en entreprise, qui rejoint aussi donc cette idée-là de l'impact et du résultat que toi, tu peux trouver dans ces formations-là et après. Ouais. Alors, sur la première partie de la question concernant les idées préconçues, évidemment, il y en a beaucoup sur ces questions-là, surtout quand on va sur certains thèmes. Je pense à ceux que j'ai cités tout à l'heure, cancer et violence conjugale. Donc, la première chose, c'est de prendre avec le sourire, de rire et de dédramatiser, parce qu'on en entend évidemment des vertes et des pas mûres, et c'est de réussir. L'enjeu pour moi, il est de réussir à recentrer sur le champ professionnel. Finalement, ce n'est pas moi, en une journée ou 2 journées de formation, qui vais réussir à changer l'opinion d'une personne. Au mieux, on instille quelque chose. Ça, c'est la première chose. Alors, je pourrais donner des exemples, mais malgré tout, en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'au niveau sociétal, et ça se retrouve dans le champ de l'entreprise, les mœurs évoluent, ou en tout cas, les gens n'osent plus dire autant de choses discriminantes, par exemple, qu'auparavant. Ça, c'est pour la première partie de la question. Et la deuxième, je me rends compte que je l'ai zappée, qui était une question écrite. C'était sur l'impact. Oui, pour la mesure. Résultat, ouais.
Exactement. Sur la mesure et l'impact, c'est beaucoup plus facile de faire de la mesure et de l'impact dans les dispositifs de formation, surtout quand ils sont ou sur du long cours, même en présentiel, ou alors en distanciel avec des outils techniques qui nous permettent de faire des quiz, de voir les différentes modalités de réponse et d'avoir des statistiques qui nous remontent. Pour autant, évidemment, ça, et ça nous est de plus en plus demandé, on le pense dans chacun de nos parcours. En revanche, la grande difficulté, je vous parlais tout à l'heure des violences conjugales, c'est quand on fait une campagne de sensibilisation sur les violences conjugales, comment mesurer ça? En fait, ce que je dis souvent, mais ce qui est assez difficile, surtout dans nos sociétés où on est beaucoup, sur le champ professionnel, je veux dire, dans le contrôle et où le règne de la data est hyper important, et je néglige pas du tout ça, hein, je m'en sers d'ailleurs, mais on est beaucoup dans une volonté de mesure. Sauf que, je disais, instiller quelque chose dans la tête d'une personne, c'est finalement déjà une réussite quand on sensibilise aux violences conjugales. Réussir à mesurer dans quelle mesure ça va avoir un impact, c'est compliqué et finalement, ce n'est pas mon objectif. En revanche, sur un parcours d'une semaine de formation, là, je vais réussir beaucoup plus facilement à mesurer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de l'étaler dans le temps, les dispositifs de sensibilisation et de formation. C'est-à-dire qu'on sait, je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais on sait que les formations one-shot présentielles très descendantes sont très peu efficaces. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'étaler. Désolé, je fais des réponses un peu concises pour qu'on ait le temps d'avoir plusieurs, mais on pourrait dire beaucoup de choses. Non, c'est super intéressant. Je propose d'enchaîner parce qu'on a 2 questions qui se rejoignent un petit peu. Tu disais que maintenant, vous étiez plus que 2. Et on a une question de Louise et de Céline qui se pose la question, est-ce que tu travailles avec des freelances? Est-ce que tu t'appuies sur des formateurs peut-être, sur un petit peu comment ça fonctionne, avec qui tu travailles pour mettre en place tes projets pédagogiques? Bien sûr. Alors, on est 2 associés parce que nous, on a un statut de SAS. On n'est pas en micro-entreprise, donc on travaille avec d'autres personnes qui peuvent être ou d'une part salariés, stagiaires, alternants, ou d'autre part freelance. Et on travaille beaucoup avec des freelances parce que sur nos projets, par exemple sur les questions graphiques, j'ai régulièrement des réalisations, des plateformes, des e-learning à concevoir, mais j'en ai pas toutes les 2 semaines non plus. Donc, on ne pourrait pas se permettre, en tout cas sur la taille d'une structure comme la nôtre, d'embaucher chaque compétence, même si bien sûr c'est un peu l'objectif à terme. La difficulté en revanche, c'est de réussir à avoir quelqu'un de stable et à l'année sur les questions commerciales, sur la taille d'une structure comme la mienne, où on est maximum 5 dans la structure en cumulé. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu. Mais des freelances, j'en ai sur la question de la réalisation vidéo, parce qu'on en fait pas mal, sur l'UX design, sur le graphisme et sur 2-3 questions commerciales. D'accord, merci pour la réponse. Et j'ouvre aussi la branche commerciale. Je ne sais pas si ça intéressera des gens, mais on se fait coacher toutes les 2 semaines, 1 à 2 heures par semaine, par une personne qui est une directrice commerciale et qui nous aide beaucoup sur ça. Parce que l'un des enjeux, après être passé d'une grande entreprise à une toute petite structure, c'est de réussir à être, je ne dirais pas bon partout, mais au moins moyen partout, parce qu'on n'est clairement pas bon partout. Et moi, je suis une bille en commercial, donc il faut réussir à monter en compétences aussi, à titre individuel. Et justement, sur cette diversité des compétences un peu pour faire marcher cette start-up, est-ce que toi, tu pourrais nous partager un peu, c'est quoi une semaine un peu dans ton quotidien? Ouais. Ma semaine, il y a à peu près un quart du temps de ma semaine qui va être dédié, ou même de ma journée, qui va être dédié à du travail commercial. Et donc ça, j'essaye de le faire maintenant vraiment beaucoup plus qu'auparavant. Et d'ailleurs, on se rend compte que les moments où on a galéré depuis 5 ans que ça existe, EU, c'est les moments où on a laissé ça un peu de côté parce qu'on était beaucoup trop dans la production. Donc avec Manon, on en fait tous les jours sur les différents canaux. On peut développer aussi. Donc il y a une partie, je vais sur LinkedIn, je vais sur des mails, je fais du phoning. Clac. Une autre partie, je vais pouvoir animer un webinaire comme ça sur un sujet précis de la diversité et de l'inclusion. Sensibiliser, par exemple, là, on en parlait un petit peu avant, mais vendredi, pendant 1h30, je sensibilise des managers à l'inclusion des personnes en situation de handicap et à la posture d'accompagnement, surtout sur les difficultés un peu de vie liées à la maladie. Voilà, ça va être une partie de ma journée. Et le reste, ça va être beaucoup du travail de fond. C'est-à-dire que je fais un support de formation, on crée le fameux Deep Game dont je vous parlais tout à l'heure. On est en brainstorming avec mon associé Manon ou avec les autres personnes avec qui on travaille, en présentiel, en distanciel, et on réfléchit. Et d'ailleurs, la dimension créative, moi, c'est toujours ce qui m'a beaucoup plu dans ces activités-ci, au-delà de la dimension humaine.
Je la retrouve encore plus maintenant que je suis un peu plus libre dans la startup, mais je la retrouvais aussi déjà beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant dans ces fonctions-là, sur la diversité et l'inclusion, c'est qu'il y a un cadre légal et tout le reste, c'est à peu près à faire. C'est-à-dire que les structures qui donnent un petit peu de budget, ou en tout cas des moyens humains en payant des gens pour ça, le champ des possibles est assez important. Il faut réussir à naviguer un peu entre les idées préconçues aussi de nos hiérarchies. Donc ça, c'est assez intéressant sur la dimension créative. C'est à peu près 50% de mon temps, cette dimension-là. Génial. Et puis, oui, c'est une question qu'on a abordée un petit peu juste avant avec Amaury, c'était le côté travail en distanciel et réussir à avoir des hobbies, des passe-temps, mais aussi ma journée, elle est plus séquencée sur des choses qui me font plaisir et qui ne sont pas professionnelles. J'ai ma demi-journée de bénévolat par semaine. On fait aussi avec maintenant du bénévolat dans une association sur les violences conjugales, et là, on travaille un petit peu en parallèle, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et je fais des lessives et je vais chercher ma fille à la crèche. Donc, c'est quand même vachement appréciable. Mais maintenant, ça l'est beaucoup plus facilement possible dans les autres structures. Alors qu'il y a 5 ans, quand on s'est lancé chez You, c'était un peu le luxe de réussir à faire ça. Super. Moi j'ai une question. Je me demandais si... Parce qu'il y a toute une partie commerciale, mais j'imagine que vous avez aussi des demandes de la part d'entreprises. Et généralement, c'est des demandes qui viennent plutôt des CSE, des RH, des directeurs eux-mêmes. Ouais, sur mes clients, c'est un peu plus de la moitié les RH et donc les fonctions spécialisées en diversité et inclusion. Je dirais pour un quart, ça va être des directions marketing qui proposent des services à leurs propres clients. Par exemple, Malakoff Humanis propose des services à ses clients en complément de leurs offres de mutuelles pour faire de la prévention des risques psychosociaux, etc. Et donc, moi, je vais leur créer un service à ces structures-là, comme Malakoff Humanis, pour qu'elles puissent déployer. Donc ça, c'est un quart, les directions commerciales ou actions sociales. Et le dernier quart, ça va être un mix qui intègre les CSE, une direction, parce qu'il y a un directeur, une directrice ou quelqu'un qui est sensibilisé à une question, l'inclusion des personnes LGBT+, qui veut nous faire intervenir, et là, on intervient en one-shot. Okay. Et ce qu'on fait de plus en plus, parce que je parle du one-shot, c'est que, et on essaie vraiment de promouvoir ça, c'est de réussir à faire du étalé dans le temps, parce que le one-shot, c'est sympa, ça fait sourire, on peut même verser une petite larme si on est ému, et c'est hyper important. Je le dis de façon un peu dure, mais c'est pas comme ça qu'on fait changer les comportements, quoi. Ouais. Et justement, toi, c'est quoi un peu tes convictions là-dessus? Comment est-ce que tu vois, tu dis c'est quoi ton plan d'action pour ça, pour faire un peu changer les choses? Est-ce que tu ressens aussi, tu vois, en termes d'évolution sur ces thématiques-là, c'est quoi ta perception de l'évolution, de l'engagement des personnes et de la sensibilisation là-dessus? Alors, c'est intéressant cette question parce que ça montre vraiment le concret du terrain. C'est que souvent, les gens qui travaillent sur ces questions-là, diversité, inclusion, les responsables, les chargés, etc., sont des personnes qui sont assez engagées et motivées à titre individuel. Ce n'est pas toujours le cas comme dans toutes les fonctions, mais globalement, c'est des gens qui sont engagés, et d'ailleurs, en dehors de leur fonction. Donc, discuter, travailler avec ces gens-là, c'est plutôt facile. En revanche, c'est un peu... aussi dans les évolutions sociétales, on voit que même les directions avancent un petit peu plus. Mais pour autant, là où c'est plus compliqué, c'est quand on a une bonne idée au départ, on essaie de bien travailler ensemble, on essaie d'être innovant, d'aller sur un sujet qui est très peu touché, que beaucoup de structures n'osent pas aborder, et ça bloque à des niveaux supérieurs. Donc ça reste toujours une difficulté relativement importante. Pour autant, maintenant, on arrive quand même de plus en plus à sensibiliser les strates supérieures, là où avant, elles s'en fichaient. Aussi parce qu'il y a des indicateurs RSE qui sont de plus en plus demandés dans les différents rapports de performance, etc. Parce que ces indicateurs-là sont aussi intégrés au quotidien. Donc ça évolue dans le bon sens, mais il y a quand même une problématique et une contrainte qui est toujours présente. C'est que c'est des sujets qui sont bien en com, sur lesquels on passe beaucoup de temps à communiquer. Et là, je suis un petit peu dur, hein, mais LinkedIn, après, LinkedIn me suggère beaucoup de choses sur ces questions-là, mais c'est un peu le repère de je montre que je fais. Et le temps que je passe réellement derrière à faire, surtout dans les grosses organisations, est-ce qu'il est réellement important? C'est relatif. Je suis un peu critique et caricatural. Moi-même, j'ai été de l'autre côté. Évidemment qu'on est dans l'action au quotidien, mais l'équilibre, après, elle se fait en fonction des ambitions des structures. Ouais. Super. Je vois qu'on a encore 2 questions et que l'heure tourne assez rapidement. On a Delphine qui a une question très précise sur la partie ingénierie pédagogique. Elle voudrait savoir si une formation d'ingénierie pédagogie est suffisante pour s'adapter à tous les secteurs ou s'il a fallu une formation vraiment spécifique à l'ingénierie pédagogique pour
pour cette partie diversité, inclusion, handicap Ouais, alors ce qui est bien, c'est que mon associé principal, Manon, elle travaille, enfin, ça fait 10 ans qu'elle travaille sur les sujets d'ingénierie pédagogique, de conception de formation, digitale ou présentielle. Donc, elle est hyper calée sur le sujet et en complément, on travaille avec d'autres personnes. Donc, moi, je me suis formé auprès d'elle et puis après, on s'est formé sur des outils. Et pour répondre à la première partie de la question, ces outils-là permettent de s'adapter globalement à l'essentiel des secteurs. Et quand ce n'est pas le cas, parce qu'on est dans l'industrie, par exemple, je pense notamment à des métiers où il y a peu d'accessibilité, parce qu'on va faire une animation distancielle aux outils informatiques, par exemple, et ben, là, on propose des modalités mixtes où on va venir se déplacer en plus de modalités distancielles. Mais c'est surtout par rapport à la fonction qu'il faut s'adapter et par rapport aux usages. Et d'ailleurs, dans les usages, il y a aussi la question de l'âge. On fait des vidéos façon brut et topito qui parlent beaucoup plus aux gens qui ont entre 20 et 30 ans. C'est un peu caricatural, mais c'est malgré tout vrai, qu'aux gens qui ont plus de 50 ans. Donc, on s'adapte à plein de critères comme ça. Mais globalement, surtout sur ces sujets-là, et je vous disais avec l'approche bicognitive on arrive à avoir une dimension introspective, on arrive toujours à capter, qu'importe la modalité. Okay. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y en a qui s'en foutent et qui sont pas du tout, qui sont complètement hermétiques. Hein. Et d'ailleurs, nous, parfois, on n'est pas bon en sensibilisation. Il faut l'accepter. Ça peut ne pas matcher. Hein. C'est la réalité. Ok, je pense que c'est assez détaillé sur la question. Excusez-moi pour le langage trivial. Et on a peut-être une dernière question. C'est Diane qui se pose la question de savoir si, quand tu interviens en entreprise pour faire des formations, est-ce que c'est toujours toi? Est-ce que vous prenez des sous-traitants formateurs peut-être? Est-ce que vous formez des gens à aller dispenser les formations? Eh ben oui, pour tout. Oui, pour tout. Par exemple, on a travaillé récemment pour un grand groupe sur la question du racisme. Eh ben, on a un partenariat avec Étienne qui a été ancien directeur général de SOS Racisme et qui fait de la formation spécifiquement sur la question. Donc on va ou travailler en mixte et chacun apporter notre pierre à l'édifice ou pas. Et donc on va aussi sensibiliser des personnes qui vont être montées en compétences pour qu'elles puissent elles-mêmes former. Mais c'est un truc qu'on ne veut pas perdre et c'est l'avantage de notre taille de structure, c'est pouvoir aller nous-mêmes sur le terrain et nous-mêmes sensibiliser. En tout cas, moi, ça m'est cher. Et même si le pilotage d'une structure comme la nôtre nécessite d'avoir des enjeux un peu plus stratégiques, gérer la comptabilité, je ne sais trop, ça doit être, c'est très important pour moi. Génial. Alors, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas, n'hésitez pas si vous avez des questions encore dans le chat ou dans l'onglet questions. Moi, je me demandais, Adrien, est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer ou qui t'est cher ou que tu as envie de partager, soit voilà, de ton parcours ou de ton métier On l'a déjà un petit peu abordé tout de même en introduction, mais la question qu'on me pose tout le temps, que ce soit dans mes cercles amicaux ou professionnels, c'est est-ce que c'est pas trop galère de ne pas avoir le cadre classique du travail parce que nous, on est ou beaucoup en déplacement ou beaucoup chez nous et un petit peu on se retrouve entre collègues. C'est galère au départ, mais en fait, on retire finalement que le meilleur des relations professionnelles et on réussit à mieux concilier notre vie pro et notre vie perso. Pour autant, le grand risque, et je le vois, et on essaie de contrecarrer un petit peu ça, c'est de quasiment plus voir et d'oublier tous les échanges informels. Je ne parle pas de parler de boire une bière, même si c'est bien de boire une bière, mais simplement réfléchir ensemble, avoir tout le langage non verbal qui participe à la profusion d'informations et de réflexions. Donc ça, c'est un élément qui est important. En revanche, c'est toujours lié à cette question-là, on me demande souvent, est-ce que tu pourrais retourner dans le secteur un peu plus classique ? Je pense que oui, parce que j'ai quand même des expériences plutôt agréables avec ce secteur-là, tant avec mes clients, voilà. Mais par contre, c'est compliqué de perdre ses habitudes de cadre. C'est-à-dire que nous, on a une idée, on fait notre recherche, notre analyse, on la lance dans la semaine qui suit. Et ça, prendre des mois et des mois pour avancer, c'est compliqué. Mais je sais que ce n'est pas le cas de partout, que ce n'est pas le cas de toutes les équipes et que ça dépend beaucoup du management. Super. Mais il n'y a pas de mode idyllique en tout cas. Hein. Vraiment, chacun a ses galères et il faut ses galères tant sur la partie organisationnelle, salaire qui va être beaucoup plus fluctuant que sur plein d'autres questions. Génial. Ben, merci beaucoup. Vous pouvez passer mon mail hein, si vous voulez, si des personnes ont des questions ou me contacter sur LinkedIn. N'hésitez pas. Enfin, je dis n'hésitez pas. S'il n'y en a pas 15 par personne, ça devrait aller.
Génial. Du coup, n'hésitez pas à prendre le contact d'Adrien. Je vois qu'il y a plein de remerciements dans le chat, donc c'est vraiment trop sympa, échange intéressant. Donc super, vraiment top. Merci beaucoup Adrien pour cet échange. C'est trop chouette. Je pense que ça aide beaucoup. Et puis voilà, c'est toujours ultra intéressant d'avoir un peu le retour d'expérience de personnes qui se sont lancées, qui franchissent le pas et qui viennent partager les coulisses un peu d'un métier, et surtout sur ce thème-là qui nous est cher et trop chouette d'avoir ton retour d'expérience. Avec plaisir, en tout cas, c'est un sujet passionnant où on peut naviguer pendant des années sans jamais s'ennuyer. Et bravo à Chance pour ce que vous faites, parce que j'ai suivi un petit peu vos différents parcours d'accompagnement. Et étant sur des sujets un peu d'accompagnement humain, c'est rare de trouver quelque chose d'aussi quali et justement dans la durée. C'est un élément qui est pour moi important. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci à tous les participants pour toutes les questions. Et là, on est dans le cadre d'un live métier, mais si vous voulez, n'hésitez pas. On a créé un site internet où on peut s'entraider, poser des questions, essayer de découvrir des métiers en interrogeant directement des gens qui font les métiers qui nous intéressent. Je vous ai mis le lien dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil. Génial. Merci à vous et bonne continuation dans vos parcours divers et variés. En tout cas, bon courage pour vous. Merci tout le monde. Merci Adrien. Au revoir tout le monde.